Yaman est avec nous comme à tous les jours. Bonjour Louis. Monsieur, dame, bonjour. C'est peut-être la fin des casques bleus canadiens. Oui, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. La fin, moi, de ce que j'appelle une époque qui a fait pendant longtemps la réputation du Canada à l'international. C'est ces fameux casques bleus de l'ONU. Vous savez, ces troupes qui sont à la disposition des Nations unies, qui sont fournies bien sûr par les différents pays membres, pour justement maintenir la paix un peu partout à travers la planète. Beaucoup en Afrique, on va le dire, mais ailleurs également. Et on l'oublie souvent, Rémi et Karima, mais vous savez, ces forces de maintien de la paix qui, au fil des ans, sont devenues vraiment synonymes de l'ONU, mais c'est une invention canadienne, ça. C'est vrai, ça. C'est Lester B. Pearson, à la fin des années 50, qui avait, alors qu'il était, lui, ministre des Affaires étrangères du Canada, qui avait proposé cette idée-là un peu novatrice d'envoyer des troupes, des casques bleus en Égypte suite à la crise du canal de Suez. Là. Ça y avait d'ailleurs valu le prix Nobel en 1957. Bref, tout ça pour dire que depuis ce temps-là, le Canada a toujours vraiment été reconnu comme le champion, le porte-étendard de ces casques bleus de l'ONU, à un tel point que pendant une certaine période, le Canada était l'un des pays qui comptait le plus grand nombre de casques bleus à travers le monde. Début des années 90, je pense qu'il y en avait à peu près 3000 Canadiens casques bleus. Ce chiffre-là a dégringolé là, au fil du temps. Milieu des années 2015-2016, là, on était rendu à peu près 150. Et là, on est devenu, là, je pense qu'il en reste peut-être une douzaine ou deux douzaines. Karima, casque bleu, je pense. Oui, exactement. Et là, la raison pourquoi je vous en parle, c'est parce que le 17 juillet dernier, un vendredi, en fin de journée, en été, sans crier gare, le département de la Défense nationale à Ottawa a annoncé qu'on allait complètement éliminer notre participation au casque bleu. C'est-à-dire que d'ici l'année prochaine, là, il n'y en aura plus de casque bleu canadien. Il en reste actuellement dans quelques endroits, Chypre, par exemple, Soudan du Sud, au Kosovo. Là, il n'y en aura plus. Raison invoquée, évidemment, les priorités ont changé. Et le Canada va dorénavant focaliser ses ressources sur d'autres théâtres. On pense, entre autres, évidemment, Euro-Atlantique, on pense Indo-Pacifique, mais on pense l'Arctique également. Alors, changement majeur, vous me direz, bon, 50 quelques militaires canadiens, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose, mais le symbole est quand même fort, encore une fois, là, très, très associé au Canada. Et puis moi, pour avoir travaillé au siège de l'ONU à New York au début des années 2000, ça me fait un peu quelque chose de voir cette page d'histoire-là qui est tournée. Mais bon, comme disait Ottawa le 17 juillet dernier, les priorités ont changé, le monde a changé, donc on doit s'adapter en conséquence. Oui, mais c'est ça, parlons de ça, c'est-à-dire, est-ce que c'était encore pertinent aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression qu'au fil des dernières années, on avait plutôt l'impression que le Canada voulait jouer sur le côté un peu moral, cette idée d'avoir cette perception-là, à tout le moins, mais peut-être que la réalité, c'est plus frontal aujourd'hui, là. Les conflits sont plus brutaux. C'est certain que la donne a changé, la donne militaire, notamment pour le Canada aussi. Le Canada doit montrer les dents un peu plus, je pense. Et bon, vous allez me dire, des forces de maintien de la paix, bon, ça sert peut-être pas à grand-chose, mais ça évite beaucoup de conflits. C'est-à-dire que souvent, c'est un conflit qui termine, on veut s'assurer que le conflit ne reprenne pas. Et c'est souvent, comme je le disais, en Afrique, et ça, il faut faire attention, parce qu'économiquement, ça peut avoir un impact. On prend, par exemple, la République démocratique du Congo. Ça a l'air de rien comme ça. Beaucoup des ressources naturelles, des minéraux critiques, des terres rares qui vont dans nos téléphones, nos sorties, viennent de là. Alors, on veut s'assurer que le bordel ne reprenne pas une fois que le conflit est éteint, si vous voulez. C'est la raison pour laquelle on avait des missions de maintien de la paix. Mais écoutez, le Canada a contribué beaucoup. Ce serait peut-être maintenant le tour à d'autres pays de contribuer davantage pour ces casques bleus. Puis quand on annonce ça en catimini, là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est parce que c'est insignifiant, donc on ne prend pas la peine de déployer un décorum, puis de convoquer des journalistes, ou on en a un peu honte? Bien, moi, je pense c'est certain que c'est le Canada qui fait marche arrière, qui fait un pas en arrière sur quelque chose qui a tellement été identifié au Canada. Alors, il y a peut-être un peu de honte là-dedans. Et on veut probablement aussi éviter les critiques, mais les critiques finissent toujours par venir, parce que là, on l'a appris là, un peu par la bande au cours de la semaine dernière. M. Ray Bobry, qui est notre ancien ambassadeur à l'ONU, M. Axworthy, également ancien ministre des Affaires étrangères du Canada, qui, eux, ont mis plume au papier, ont signé des chroniques dans le Toronto Star, ailleurs également. Alors, ça finit toujours par nous rattraper, ça, même si on essaie de, entre guillemets,
sortir les poubelles tard un vendredi soir en plein été, là. Complètement. Donc, là, tu mentionnais qu'il y a une réorientation. On n'a pas le choix, on n'a pas des ressources non plus illimitées. On n'a pas l'argent illimité. Le Canada s'en va vers quoi avec sa défense? Bien, on en a un exemple ce matin. Il y avait un article ce matin là, qui nous apprenait qu'il y a 2 navires chinois près de l'Arctique, des navires apparemment qui font de la recherche scientifique, mais qui reviennent à chaque été. Et là, le Canada a décidé de déployer d'une part un avion de surveillance, des frégates également, pour s'assurer qu'il n'y a rien qui se passe de, comment dire, là, de trop louche. Ils ne sont pas juste en croisière. Là. Exactement. Alors, quand pas... on parle de redéployer nos ressources, et là, j'inclus évidemment des militaires qui pourraient par ailleurs être des casques bleus ailleurs, bien, on les redéploie justement dans des théâtres comme l'Arctique parce que c'est là où c'est critique actuellement, c'est là où c'est stratégique. On sait que la Chine a des visées sur l'Arctique. On sait que la Russie également a des visées. Et le problème du Canada, c'est qu'on n'a pas le matériel pour nous assurer de bien surveiller cette frontière-là, ou du moins ce front-là. Nos frégates sont des frégates qui datent d'il y a 30-40 ans. Sous-marins, même chose. Alors, quand M. Carney annonce des investissements majeurs en défense, les gens se demandent là, comment ça qu'on dépense pour des brise-glaces puis des sous-marins? Bien, c'est justement pour nous assurer de bien protéger le front arctique. Mais d'ailleurs, c'est ce que Trump reproche au Canada, c'est d'être mal équipé pour protéger ce territoire-là qui est à la merci de la Russie, de la Chine, parce que ça va être un territoire stratégique dans les prochaines années. Exactement. Alors, évidemment, la démarche de M. Carney a 2 objectifs. Un premier objectif, évidemment, de se munir de l'équipement et des appareils dont on a besoin, mais aussi pour amadouer le voisin américain. D'ailleurs, on travaille de concert avec les Américains là, sur la surveillance des 2 navires chinois dont on parle ce matin, mais c'est certain que ça fait plaisir aux Américains de voir que le Canada prend les choses en main sur le front nord. Mm-hmm. Et maintenant, on va revenir aussi sur ce qui se passe avec Israël et le fameux plan de paix qui a été rejeté. Donc, on y va avec ça. On en est rendu où maintenant? Oui, bien, Conseil des ministres hier à Jérusalem, le premier ministre Benjamin Netanyahou, on s'en doutait, l'a rendu officiel. Lui rejette le plan de règlement américain qui avait été annoncé en grande pompe la semaine dernière. Là. Alors moi, je vous dirais là-dessus, bon, puis on le sait, on en avait parlé, là, Israël dit, nous, il n'est pas question de se retirer de Gaza avant que le Hamas soit désarmé. Et devinez quoi? Le Hamas répond, ben nous, pas question de se désarmer avant qu'Israël ne sorte de la bande de Gaza. Alors, retenez pas votre souffle là-dessus. Je pense que ce conflit-là dure depuis assez longtemps, là, que je crois pas qu'on va régler ça de façon rapide, même si Donald Trump annonce des deals historiques, là, ça fait pas bouger les lignes. Moi, j'ai une drôle de question de poser, Louis Hamon. Est-ce que ça va se régler? Laissons faire l'Iran 2 secondes, là, mais Gaza, Israël, Palestine, est-ce qu'un jour, on va pouvoir dire, hey, ça fait 10 ans là, que tout le monde vit en paix, il n'y a pas de revendication, tout le monde est heureux chez soi. Je vous ai mentionné tout à l'heure que j'étais en poste aux Nations Unies au début des années 2000, ça fait 27 ans de ça. On se posait la même question à ce moment-là. Est-ce que ça va se régler? Moi, je pense que ça va être très, très difficile. En tout cas, pas de règlement en vue, moi, je crois, avec un premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et certainement pas de règlement en vue avant les législatives du 27 octobre en Israël. Parce que le premier ministre israélien, pour gagner ces élections, doit évidemment, c'est que la droite israélienne a tellement une emprise actuellement sur le gouvernement Netanyahou que lui ne peut pas se permettre de leur tourner le dos parce que si c'est le cas, il perd ses législatives à la fin octobre. Alors, comme je vous dis, là, règlement éventuel peut-être un jour, mais règlement dans l'immédiat, certainement pas avant les législatives à la fin octobre en Israël. Merci, Louis Hamon. Il n'y a pas de quoi. À demain. Merci.